Cette vidéo est sponsorisée par The Pit, la première plateforme SVOD entièrement consacrée au rock'n'roll et au métal. Concerts, documentaires, films et making-of, mais regardez plutôt ça et on se retrouve après. J'ai une petite offre à vous faire que vous ne pourrez pas refuser. I know that guy. Ace of Spades. Pour sceller ce pacte avec The Pit, vous bénéficierez de 15% de réduction sur votre abonnement avec le code SATSUJIN ou en cliquant sur le lien ci-dessous. Et pour les plus chanceux d'entre vous, gagnez 5 abonnements grâce à un petit concours sur mes réseaux sociaux et pendant le prochain live de l'unité SATSUJIN. On en reparle à la fin de la vidéo, mais je vous permets de faire une pause pour aller jeter un œil. Remettez-le quand même, hein, ça peut servir, c'est pour la vidéo. Allez jeter un œil donc sur l'incroyable catalogue de The Pit, indispensable à qui, comme moi, ne peut vivre sans musique. Et n'oubliez pas, if you think you're too old for rock'n'roll then, you are. Bonne vidéo. こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 3 novembre 2020, un ouvrier du bâtiment de 26 ans, Sakurai Shuto, sautait du balcon de son appartement de Osaka, situé au 2e étage, se brisant la cheville. Prise en charge par les secours qu'un passant avait appelé prestement, c'est une affaire nettement plus grave que la police découvrira dans son appartement. En effet, lorsqu'un équipage vint voir si tout allait bien et força la serrure du logement de Sakurai, ils y découvrirent le corps sans vie de sa mère, Sakurai Junko, 52 ans, le cou traversé de multiples coups de couteau. L'instrument sera retrouvé à côté de son corps comme tombé de sa main. Le jeune homme blessé ayant perdu connaissance à cause d'un trauma crânien important lors de sa chute, la police dut attendre quelques jours avant de pouvoir le questionner et celui-ci indiqua qu'il avait sauté pour se suicider après que sa mère se soit donné la mort suite à une violente dispute entre eux deux. Les premières constatations allaient dans ce sens et le geste désespéré du fils pouvait confirmer un état de choc compatible avec un tel événement. Dans les semaines qui suivirent et à la demande du procureur, les caméras de vidéoprotection de la résidence furent analysées et il en ressortit que personne n'était entré ou sorti de l'appartement des Sakurai ce soir-là, excluant donc un meurtre perpétré par un tiers. Cependant, alors que l'affaire allait vers un classement sans suite et une conclusion au suicide, la sœur de la victime donna quelques informations intéressantes aux enquêteurs quant aux relations houleuses entre son neveu et sa sœur. L'un des officiers en charge de l'affaire au moment des faits rouvrit le dossier et demanda une nouvelle expertise médico-légale, confiée cette fois à des spécialistes des armes blanches et des projections de sang. Un mois d'analyse en laboratoire a permis de définir que les blessures infligées au cou de Madame Sakurai n'avaient en aucun cas pu être faites par elle-même et les projections indiquaient un angle d'impact incompatible avec un suicide. En fouillant dans le passé du jeune suspect, ils aperçurent vite qu'il avait accumulé beaucoup de dettes auprès des banques et fréquenté des cercles de jeux clandestins tenus par les gangs de la ville. La tante témoigna des nombreuses menaces dont sa sœur faisait l'objet de la part de son fils et les fortes sommes d'argent qu'il lui ponctionnait régulièrement. Devant ces nouveaux éléments, Sakurai a été arrêté et placé en garde à vue depuis le 3 mars où il est quotidiennement interrogé par les services de police de Osaka. Suite à quelques révélations, il a été mis en examen par le procureur pour meurtre aggravé et placé en détention en attendant son procès. Il risque 20 ans de prison. Affaire à suivre.
Le 15 mars, la police d'Isesaki recevait l'appel désespéré et terrifié d'une femme qui venait de trouver son mari inconscient et couvert de sang à ses côtés dans leur lit. Prise en charge une dizaine de minutes plus tard par les services d'urgence de la ville, l'état de l'homme sera stabilisé et il sera placé en coma artificiel. Un rapide examen du médecin urgentiste sur ses blessures sera sans appel. Le père de famille venait de recevoir 5 coups de couteau dans le cou. L'équipage de police resté sur place dans l'appartement interrogea la mère en premier, comme c'est l'usage dans pareille situation, mais un détail interpella l'un des policiers. Des gouttes de sang dans le couloir allaient vers la porte d'une chambre dans laquelle dormait le fils unique de la famille. Interrogé, le garçon de 15 ans avouera la tentative de meurtre sur son père pendant que celui-ci dormait et donnera même le couteau encore ensanglanté aux enquêteurs, un couteau de cuisine à la lame de 19 cm. Arrêté et placé en garde à vue assistée du fait de son jeune âge, le suspect a déroulé le fil de cette terrible histoire et les faits qui l'avaient conduit à commettre un acte pareil. Jeune en difficulté scolaire, il était poussé par ses parents à la réussite et passait ses soirées dans des boîtes de révision privées, supprimant ses plages de repos et de loisirs. Son père, kinésithérapeute libéral, voulait que son fils fasse les mêmes études que lui et reprenne son cabinet doté d'une belle clientèle. Mais le jeune lycéen décrocheur n'en avait aucune envie. À force d'en parler à sa mère, celle-ci avait compris que son fils désirait faire une formation courte après ses 16 ans et trouver un travail qu'il choisirait. Mais le père ne l'entendait pas de cette oreille et quelques mois auparavant avait donné une correction sévère à son fils. Un mois avant le drame, voyant la fin de l'année scolaire arriver, le père l'avait inscrit de force comme pensionnaire dans un lycée privé militaire à la discipline très dure. Quelques jours avant le drame, une nouvelle dispute avait encore éclaté et le père avait de nouveau corrigé son fils. C'est l'ensemble de ces événements qui ont conduit le jeune garçon à commettre un geste aussi grave, geste qui le mène aujourd'hui vers une mise en examen pour tentative de meurtre et l'expose à une condamnation qui, elle, lui bouchera toute tentative d'avenir. Après plusieurs opérations, le père semble aujourd'hui sorti d'affaire et a retrouvé sa conscience. À l'écrit, il a exprimé son souhait de voir son fils condamné à une peine d'adulte pour le remettre dans le droit chemin. La mère, elle, ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire et refuse les interviews. Affaire à suivre. Alors qu'il allait visiter ses parents dans leur maison de Uji dans la préfecture de Kyoto, Takayasu Tetsuo, 42 ans, cadre scolaire, a eu la plus terrible des surprises. Après avoir sonné plusieurs fois sans réponse de leur part, l'homme avait utilisé son double de clés pour entrer dans la maison de ses parents. Les appelant et les cherchant partout, il avait fini par les trouver allongés sur leur lit inanimés et baignant dans une mare de sang. C'est la police préfectorale de Kyoto, appelée sur ce genre d'histoire, qui a fini par démêler les fils de cette dramatique affaire. Dans un premier temps, le fils de Sadao, 75 ans, et sa femme, Hisako, 74 ans, avaient été suspectés du double homicide, puisqu'il faut bien l'expliquer, le couple de personnes âgées était bien mort de coups multiples portés au cou et à la poitrine à l'aide d'un couteau à poisson à la lame de 30 cm et extrêmement affûté. L'arme avait été retrouvée à côté du lit du couple et analysée par le laboratoire de police qui n'y retrouva que les empreintes de M. Takayasu père. C'est une lettre retrouvée sur la table du salon qui mit à jour la terrible vérité. Hisako, la mère épouse, était frappée d'une maladie incurable depuis quelques mois et avait perdu tout espoir de guérison, se préparant, d'après ses médecins, à une mort lente et douloureuse. Pas suffisamment fortuné pour cela, le couple n'avait pu engager de meilleurs spécialistes et encore moins envisager une hospitalisation au service de soins palliatifs, alors, ensemble, ils avaient pris la décision de partir de concert. Le mari, Sadao, expliquait ne pas avoir la force de survivre à sa femme et vouloir partir avec elle pour vivre une vie meilleure dans l'au-delà. Très croyants, ils étaient sûrs de se retrouver dans la vie suivante et avaient pris cette décision terrible de mourir ensemble. La police scientifique et les légistes ont confirmé que le mari avait frappé sa femme à plusieurs reprises dans la poitrine, au niveau du cœur, et de 4 coups de lame mortelle avant de se frapper lui-même à la gorge à plusieurs reprises. Le fils n'a pas souhaité faire de déclaration à la presse et demande à ce que son deuil soit respecté. Ce drame relance malheureusement les réflexions sur le système de santé japonais qui, s'il est d'un des plus performants du monde, reste inaccessible au plus grand nombre de par son coût exorbitant et la très faible couverture offerte par les entreprises.
Il met aussi en lumière la fin de vie et les soins palliatifs qui, là aussi, ne sont accessibles qu'à la partie la plus riche de la population. Le nouveau gouvernement Kishida, encore plus libéral que celui de M. Abe, avait refusé une proposition de réforme du système de sécurité sociale juste après sa nomination. Et il est à parier que ces changements espérés par les Japonais les plus précaires ne soient pas pour demain. La violence gratuite n'a pas d'âge et les nuisances sonores, on le sait, peuvent en être de grandes pourvoyeuses. C'est le triste constat qu'a pu faire la police du quartier d'Iwatsuki, dans la ville de Saitama, appelée en urgence par une femme qui assistait à une violente bagarre entre son mari de 56 ans et leur voisin de 78 ans. Les craintes de la femme qui voyait le conflit dégénérer entre les deux hommes étaient justifiées puisque l'équipage est arrivé au moment précis où Saito Yasufumi, le quinquagénaire énervé, venait de planter un ustensile de jardin, une petite tranche horticole, dans la tête de son voisin. Pris en charge par les secours d'urgence, le vieil homme subira une intervention et sera sauvé de justesse. Ses jours ne sont plus en danger, mais il risque toutefois des séquelles neurologiques importantes. Mais qu'est-ce qui a pu conduire ces deux hommes paisibles et d'âge mûr à en venir aux mains? D'après l'épouse de Saito et celle de la victime, dont le nom n'a pas été communiqué par la police, la querelle remonte à des années. Le vieil homme, bricoleur, avait pour habitude d'utiliser ses machines, scies, perceuses, etc., tous les jours ou presque depuis sa retraite. Saito, lui, employé de la ville, était jardinier amateur et aimait jouir du calme de son jardin lorsqu'il rentrait du travail. À de nombreuses reprises, les deux hommes s'étaient écharpés sur le délicat problème des nuisances sonores et autres émanations de mélange provenant de ces machines. Les noms d'oiseaux avaient fait place aux menaces, puis aux empoignades légères avant de tourner au drame le 13 mars dernier. Ce jour-là, le voisin bricoleur avait attaqué à 7 h du matin, ce qui avait mis Saito, de repos ce jour-là, de très mauvaise humeur. Après plusieurs coups de téléphone, puis une médiation à travers le grillage mitoyen, le vieil homme était venu insulter Saito dans son jardin vers 9 h 30 alors que ce dernier venait rempoter des fleurs. Le ton était monté très vite et juste après le coup de fil de Madame Saito, elle a raconté avoir vu son mari commettre ce geste inexcusable dans un accès de colère inhabituel, du moins à ce degré-là. Arrêté et placé en garde à vue, ce père de famille nombreuse sans histoire a été mis en examen pour tentative de meurtre et risque 15 ans de prison. Affaire à suivre. En 2 ans de Petit Satsujin, je vous en ai parlé souvent. Seule alternative aux armes à feu, l'arbalète est la seule arme achetable légalement au Japon pour qui veut pratiquer du tir à distance ou nuire physiquement à son prochain sans passer par la case couteau. Enfin, était achetable puisque le gouvernement vient de faire voter une loi par le Parlement et qui interdit désormais la vente et la détention de cette arme, que ce soit sous la forme longue ou courte. Mise en vigueur le 15 mars, cette loi exige que tous les possesseurs d'arbalètes les ramènent au commissariat de police le plus proche, ce qui, il faut bien le dire, a été fait dans les règles. Pour ceux qui souhaiteraient continuer le tir avec cette arme, la législation prévoit qu'ils puissent passer un permis de détention comme il en existe pour le tir sportif avec arme à feu. Le délai d'obtention de ce permis entre l'examen et le résultat étant d'environ 6 mois, les possesseurs sont invités à mettre leur arbalète sous clé ou à les remettre à la police en attendant le précieux sésame. Pour les contrevenants, les sanctions sont sévères puisque la possession illégale de cet ustensile est passible de 500 000 yens, environ 3 800 € d'amende, et 3 ans de prison. C'est l'action en justice d'une mère dont le fils avait été blessé gravement par un tir de carreau de la part d'un camarade avec qui il avait un petit conflit qui avait entraîné cette réforme de la loi. Dans les années 2000, cette arme était devenue la favorite des apprentis Yakuza qui voulaient se débarrasser d'un concurrent sans risquer le contact et le corps à corps. Elle fut également au centre de nombreux drames familiaux et de règlements de compte dans la société civile. Étonnamment, son achat était très simple et sans formalité spéciale si ce n'est une copie de sa carte d'identité ou son permis de conduire. C'est ce fichier qui a permis aux autorités de récupérer la plupart des 11 000 armes en circulation. Celles non rapportées et ne faisant pas l'objet de demandes de permis font l'objet d'une procédure et les possesseurs récalcitrants devraient vite recevoir la visite de la police.
Dans les dernières éditions de Petit Satsujin, je vous parlais des rapports gouvernementaux annuels sur la criminalité chez les professeurs, puis sur celui concernant la police. Et voilà que cette semaine tombe celui sur la cybercriminalité relative aux enlèvements d'enfants. Une fois de plus, et personne n'en est vraiment surpris, ces chiffres-là sont eux aussi à la hausse. Le nombre total de mineurs de moins de 17 ans enlevés et abusés via les réseaux sociaux s'élevait en 2021 à 1812. C'est un chiffre plus qu'alarmant qui a précipité la mise en place d'effectifs supplémentaires au sein des brigades de lutte contre la cybercriminalité et les campagnes d'information et de prévention dans les écoles et les familles. Dans ces statistiques fournies par la NPA, l'Agence nationale de la police, le ministère de l'Intérieur japonais, 937 victimes étaient des élèves scolarisés au lycée, 718 au collège et 83 en école primaire. Pour information et base de comparaison, ce nombre était de 2 victimes en 2012, 21 en 2017 et 75 en 2020. On parle là des enfants de moins de 12 ans. Parmi elles, il y a eu à déplorer 2 meurtres et 34 victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales, exploitées par des réseaux pédopornographiques organisés contre lesquels la police met tous les moyens possibles. La grande majorité de ces enfants a été abusée via des groupes et comptes de discussion entre fugueurs, suicidaires et jeunes en mal de vivre en général. Un compte Twitter à l'origine de 17 enlèvements proposait des hébergements et des aides en espèces aux jeunes qui voulaient fuguer. Bien entendu, il n'y avait aucune aide à la clé, bien au contraire. La police, en parfait accord et partenariat avec les réseaux sociaux nationaux ou américains, traque tous les contenus émis sur ces plateformes et relatifs à des messages de détresse. Tant pour prévenir le suicide individuel et collectif que les enlèvements et les traques sur ces forums par des réseaux. Le grand projet à venir verra les cellules de lutte contre le cyberharcèlement et celles en charge de la criminalité envers les mineurs ne former qu'une seule et même unité. L'objectif du ministère pour 2022 est de voir ces chiffres à la baisse et le Premier ministre Kishida a donné son assurance que les budgets nécessaires seront alloués. Comme partout ailleurs dans le monde, ce genre de budget devrait être l'un des plus importants, alors espérons que les promesses seront tenues. Affaire à suivre. Après toutes ces années, on peut bien se le dire, la 50e approche et une petite confidence aussi. Je n'aime pas les sous-vêtements. Alors j'en vois qui éclatent de rire et me disent « Attends mec, tu ne parles que de ça dans ta rubrique !» Et là je ne peux pas leur donner tort, non. Ce que je dois vous avouer en toute humilité avec un L, c'est que si je suis aussi véhément avec le petit linge, c'est que je n'en ai jamais porté et n'en porterai jamais. Depuis que j'ai l'âge de décider ce que je mettrai sur mon fondement, le linge de dessous a disparu du champ de mon quotidien. Mais, me direz-vous, en quoi ça nous regarde, tes histoires de caleçons? Et vous auriez raison. Laissez-moi vous conter la mésaventure arrivée récemment à monsieur Sato Hiroshi, un jeune cuisinier de 21 ans pour qui le linge de corps est aussi un sujet de discussion important. Alors vous verrez que le lien est évident. Sapporo, capitale de Hokkaido, l'île la plus au nord du Japon, n'est pas franchement ce que l'on peut appeler un paradis tropical. Les hivers des plus rigoureux ne sont pas sans rappeler ceux de la belle province et lorsque le dégel et le printemps arrivent, les nuits à moins 3 degrés vous rappellent tout de même qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Sato, lui, est un homme réjoui. Alors depuis qu'il a pris son indépendance, rien ni personne ne pourra lui enlever cette joie de vivre et cette communion avec la vie qu'il célèbre chaque jour. Les amis, les filles, la fête et les paris un peu fous font partie de son quotidien et il fait partie, comme votre serviteur, de ces gens qui vivent la vie comme elle vient et en tirent le meilleur dès que c'est possible. Des gamins, oui, c'est comme ça qu'on nous appelle. Le 15 mars, à Hokkaido, il ne fait pas très chaud. Et ce n'est pas faire insulte à cette île magnifique que de dire qu'on se caille même plus tôt passé 16h30. Ce jour-là, Sato Hiroshi et les cuisiniers de la petite ville de Ashibetsu, à 112 km de Sapporo, avaient décidé de rejoindre quelques amis de la grande ville pour fêter le mariage à venir de l'un d'entre eux. Certes, fêter un mariage peut sembler une drôle d'idée pour qui connaît cette institution, mais la jeunesse doit bien apprendre ces choses-là par elle-même. Mais je diverge et pour une jeune mariée, ça fait peut-être beaucoup. Ouais.
La soirée, il faut bien le dire, fut celle d'un véritable aventurier de la vie et les Distillas se marièrent eux aussi avec merveille aux brassins locaux et aux volutes exotiques, faisant de l'esprit de Sato un champ d'expérimentation des plus colorés. Mais comme toute bonne chose a une fin et que sa chérie, restée à la maison pour cause d'animosité envers ses potes, lui signifiait l'ordre de rentrer à la maison, notre chevalier de la Chopine dut bien se faire à l'idée. Il était temps de licher le dernier pour la route et de se mettre en ordre de marche pour rentrer au bercail. S'il n'y a pas loin de la coupe aux lèvres, il peut y avoir une certaine distance du tabouret de bar à la sortie. Alors aidé par des camarades encore debout, Saito prit courageusement la fuite et finit par retrouver sa voiture au milieu d'un océan de flou. Ce vaisseau d'ancrage confortable et rassurant qu'est la voiture vous rappelle souvent des points élémentaires de la vie que la bibine, cette coquine, a tendance à vous faire oublier. Alors oui, à ce moment-là, et au vu de sa relative difficulté à voir le monde de façon rectiligne, il se demanda s'il était bien raisonnable de conduire 112 km et ce, malgré les injonctions totalitaires de sa chair et tendre. Pire que tout, dans cet univers feutré au doux parfum de Pindeland qu'est l'habitacle d'une auto, il put remarquer qu'il émanait de lui un doux parfum de tabac, d'alcool et de reflux gastriques externalisés et malencontreusement expulsés par un camarade de bar en plein sur son pantalon. À n'en pas douter, madame ne serait pas enchantée par ces effluves musqués, pas plus qu'elle ne le serait s'il venait à embrasser un platane à 120 km/h avec 4 grammes à chaque oreille. Mais notre renard de la nuit a plus d'un tour dans son sac et sait mieux que personne comment rassurer sa moitié. Va donc te coucher, chérie, je prends un peu l'air et je rentre tranquillement. Effectivement, l'air, il allait le prendre. Hatsubetsu, petit carrier périphérique de Sapporo, minuit 30. Il n'y a plus personne dans cette pré-banlieue dortoir sans commerce, au milieu d'un parking sombre. Une laverie automatique 24 heures sur 24 se détache et une petite Mazda éteint ses phares. Cette oasis qu'il cherchait depuis un moment, le voilà. Sato, fatigué, très fatigué, mais motivé, entra dans l'établissement désert qui sentait le chlore et le chaud. Un mur de distributeurs alimentaires et tabagiques lui assurerait bien-être et sustentation nécessaires à un retour à la normale, et ces machines magiques seraient des plus utiles pour laver ces oripeaux puants qui ne manqueraient pas d'irriter madame. Que demander de mieux, alors poussé par cette force magnifique qui font les grands héros, Sato remplit une machine, se servit d'un bon thé chaud, alluma une cigarette, mit ses écouteurs et balança son meilleur son pour passer les 30 minutes que nécessiterait le lavage complet de sa panoplie. De façon fort abrupte, il fut réveillé par la maréchaussée qui visiblement lui reprochait sa tenue. De tenue, justement, il n'en avait point, puisqu'elle était en train de tourner dans le tambour du lavomatique. Enfin, ça, c'est ce qu'il croyait. Sato, à l'aise et seul dans la place, avait enlevé ses vêtements, placés dans la machine, s'était calé sur un siège et endormi comme un bienheureux, nu comme un verre, et en oubliant totalement de lancer le lavage. Conduit en garde à vue et rhabillé pour l'occasion, il répondit à l'accusation d'exhibitionnisme qu'un homme nu, avec le froid qu'il faisait, avait peu de chances d'apparaître à son avantage. Moralité. Ouais, alors là, j'en vois pas tout de suite. Ouais, c'est comme le lien promis avec ma slipophobie non plus. Aurais-je survendu l'affaire Enfin bon, en tout cas, c'est pas ma femme qui risque de m'enquiquiner. D'ailleurs. Le coup de pouce du jour est encore une découverte que je dois à mon ami Andy, Guitar Hero, devant l'éternel et Out of My Eyes, mais également mon complice dans notre projet commun Kama Project. Je vous mets les liens. Ce coup de pouce ira aujourd'hui à la chaîne Junkie TV qui, je dois le dire, a comblé toutes mes attentes en matière de fond comme de forme. Chaîne spécialisée metal et très orientée vers la promotion du metal français sous toutes ses formes, c'est avant tout le canal d'une personnalité forte et investie, Mathieu, que l'on sent tellement heureux de nous faire partager ses découvertes, ses coups de cœur et ses coups de gueule souvent mérités. Loin des clichés élitistes et condescendants de certains youtubeurs metal que je ne nommerai pas, mais que lui nomme volontiers, on est là sur une chaîne informative bienveillante, enfin qu'on sait mériter, au ton très drôle et très juste quant à ses choix.
J'avoue humblement ne pas encore avoir eu le temps de voir tous ces contenus, mais la dizaine de vidéos que je me suis enfilé à la suite m'a tout à fait donné envie d'aller plus loin et je ne peux que vous encourager à faire de même. Junkie TV compte actuellement 1300 abonnés, je compte sur vous pour faire grossir les rangs de cette petite chaîne que je vois promise à un brillant avenir. Voilà, cette 49e édition de Petit Satsujin est presque terminée. Je sais, elle était un peu plus courte que d'habitude, mais sachez que je vous réserve une grosse surprise pour la 50e. Croyez-moi, je vous ai gâté, mais tout cela prend du temps, beaucoup de temps. Avant de mettre mon panneau clignotant du téléachat mensuel, je voulais vous parler de l'actualité de la chaîne matériellement parlant. Pour être clair, après la grosse vague de démonétisation de ces derniers mois, mon travail sur YouTube ne me rapporte presque plus rien, enfin si moins de 300 € par mois. Ce qui, pour un plein temps à 80 heures semaine, est un poil en dessous du SMIC, m'a-t-on dit, enfin si je ne m'abuse. Alors je vais encore me permettre de vendre mes fesses, comme disent certains, et vous poser une simple question, pensez-vous que mon travail mérite d'être rémunéré ? Si oui, vous savez qu'en laissant un petit euro de pourboire via Tipeee et Utip, eh bien, la chaîne peut vivre et respirer. Je sais que pour certains c'est beaucoup et que chaque euro compte, alors si vous le pouvez, le voulez. Ah bah du coup la retape a commencé, tiens bah mince, il nous prend en traître, le salaud. Bon, alors attention on y va. N'oubliez pas de vous abonner, surtout n'oubliez pas. Oui, car chaque abonnement envoie un petit rayon d'énergie cosmique pure qui recharge les chakras du grand monarque céleste des deux mondes de la vérité suprême et nous libère un peu plus de nos chaînes. Activez la cloche qui vous tiendra au courant de toutes les sorties, mais aussi vous assurera une parfaite immunité contre les attaques de démons violets du 7e cercle, c'est prouvé scientologiquement parlant. Voilà. Comme mentionné ci-dessus, vous pouvez aider la chaîne qui en a bien besoin en laissant un petit pourboire sur Tipeee ou Utip ou en allant faire un tour sur la boutique satsujin.fr sur laquelle vous trouverez mes livres, que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de la chaîne, des prints numérotés et signés et pas mal de goodies. Très bientôt, des modèles originaux de t-shirts sérigraphiés vont rejoindre le catalogue. En attendant, vous pouvez aller vous extasier sur le shop Spreadshirt de la chaîne, qui est quand même tellement classe. Regardez-moi ça! Venez vite me rejoindre sur Discord et mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. J'y suis très présent, il parle des actus de la chaîne et il poste des photos de Stabilos orange. Voilà, je vous laisse. J'ai grand besoin de ne rien faire là. Tout de suite. Oui, mais Lucien, est-ce que savoir rien foutre, ça suffit comme but dans la vie ? Matane.